Qu'a découvert Firefly que la NASA a gardé secret pendant des années, et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'exploration spatiale? Découvrons-le. L'essor de la livraison lunaire commerciale. Le programme CLP, Commercial Lunar Payload Service, de la NASA marque un changement majeur dans la manière dont les États-Unis abordent l'exploration lunaire. Au lieu que le gouvernement gère tous les détails techniques, la NASA a invité des entreprises privées à proposer leur propre conception d'atterrisseurs et architecture de mission, puis à soumissionner pour des contrats de livraison d'instruments scientifiques ou de démonstrateurs technologiques à la surface de la Lune. Cet arrangement s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large de la NASA à impliquer des partenaires commerciaux dans les futures entreprises spatiales, un concept qui a pris racine après le succès du programme COT, Commercial Orbital Transportation Service, pour la Station Spatiale Internationale. Bienvenue sur Voyage Quantique. À l'époque des missions Apollo, l'exploration lunaire était entièrement orchestrée par la NASA. Tout, depuis le vaisseau spatial jusqu'aux combinaisons des astronautes, était construit ou géré dans le cadre de contrats gouvernementaux. Bien que ces missions aient établi de nombreuses premières historiques, elles étaient également incroyablement coûteuses, ce qui a entraîné des préoccupations budgétaires et un ralentissement éventuel de l'activité lunaire au fil des décennies. La NASA et les décideurs politiques ont réalisé que pour assurer une présence durable sur la Lune, il faudrait réduire les coûts et faire appel à l'ingéniosité des entreprises privées. Le programme CLP a vu le jour en 2018 pour atteindre ses objectifs. Il a mis en place un cadre dans lequel la NASA sélectionne des entreprises préapprouvées, chacune proposant des configurations d'atterrisseurs ou des plans de mission pour transporter des charges utiles. Ces charges utiles peuvent inclure de petits rovers, des instruments scientifiques, des équipements de communication et même des ensembles de démonstrations technologiques en payant des services de livraison. La NASA cherche à éviter les écueils habituels de la microgestion des conceptions de véhicules. Au lieu de cela, chaque contractant a la liberté de choisir des détails tels que la propulsion, les systèmes d'alimentation et le guidage. La NASA se contente de décrire ce dont elle a besoin et le type d'environnement ou d'interface que l'atterrisseur doit prendre en charge. Cette approche encourage la concurrence et permet à chaque entreprise d'expérimenter de nouvelles techniques telles que différents propulseurs ou des jambes d'atterrissage uniques. Elle vise également à permettre à davantage d'entreprises d'acquérir une expérience de vol ou de démontrer leur fiabilité dans l'espace, ce qui leur permettra d'attirer plus facilement des investisseurs, de réaliser des projets plus importants et d'explorer de nouveaux marchés au-delà des missions de la NASA. L'initiative CLP, bien que de moindre envergure que les atterrissages bruts d'Artemis, ouvrira la voie à des atterrisseurs commerciaux plus grands qui transporteront des modules pour une base lunaire permanente ou soutiendront des missions humaines. Des défis existent. Bien sûr, de nombreuses entreprises ont fait faillite, ont connu des retards de conception ou ont rencontré des problèmes lors des lancements de fusées. Les échecs font partie de l'équation, et la NASA est consciente que les premières tentatives se soldent parfois par des revers. Néanmoins, l'espoir est que plus les entreprises privées apprendront à se poser sur la Lune, plus l'économie lunaire dans son ensemble se développera. C'est une évolution qui rappelle la façon dont les missions commerciales de fret et d'équipage vers l'orbite terrestre basse ont fini par faire baisser les coûts et stimuler l'innovation. Aujourd'hui, la NASA essaie ce modèle chez son voisin céleste, à 384 400. Sous l'égide des CLP, plus d'une douzaine de missions sont à différents stades de planification et d'exécution, Astrobotic, Machine Intuitive, Firefly Aerospace et d'autres apportent chacune des solutions techniques uniques. Certains atterrisseurs sont petits, ne transportant que quelques kilogrammes d'instruments, tandis que d'autres sont énormes, frôlant les prototypes de futurs modules bruts. Cette diversité est considérée comme une force majeure. Si une approche échoue, une autre pourrait réussir. Dans le même temps, la NASA peut recueillir des données sur de nombreux sites d'atterrissage différents, ce qui permet d'élargir nos connaissances sur les ressources géologiques lunaires telles que la glace d'eau et l'environnement général. En fin de compte, la livraison commerciale sur la Lune devrait aider la NASA à affiner ses stratégies d'exploration à long terme, en utilisant de multiples missions comme tremplin vers des objectifs plus ambitieux, fondement de l'RCO. Pour comprendre pourquoi les CLP pourraient réussir, il est utile de revenir sur le programme des services de transport orbital commercial, Commercial Orbital Transportation Service Programme, lancé en 2006. Les CLP ont été lancés alors que la retraite de la navette spatiale de la NASA était déjà programmée et que l'agence avait besoin d'entreprises privées pour gérer les expéditions de fret de routine vers la Station Spatiale Internationale, ISS. L'idée était simple mais radicale à l'époque. La NASA financerait une partie du développement,
mais les entreprises seraient propriétaires de leur propre vaisseau spatial et en assureraient l'exploitation. La NASA paierait ensuite les autorisations ou les services de vol. SpaceX est devenu le principal bénéficiaire des contrats de transport orbital, utilisant le financement du programme pour développer la fusée Falcon 9 et le vaisseau spatial Dragon. Orbital Science, qui fait désormais partie de Northrop Grumman, a également participé au programme en créant la fusée Antar et le vaisseau cargo Cygnus. Grâce à une allocation concurrentielle des ressources et à des paiements échelonnés, ces deux entreprises ont rapidement progressé. En 2012, Dragon était né et l'ISS était devenu le premier vaisseau cargo privé à atteindre la station. Le succès de Cote a transformé la façon dont la NASA et le Congrès percevaient les partenariats commerciaux. Au début, beaucoup doutaient qu'une petite entreprise comme SpaceX puisse livrer du fret à l'ISS, surtout avec une fusée nouvellement développée. Pourtant, les vols de démonstration ont prouvé qu'une approche plus légère et innovante pouvait accomplir des exploits autrefois réservés aux grands acteurs de l'aérospatiale. Cote a finalement conduit au vol de fret opérationnel du programme CRS, Commercial Resupply Service, qui se poursuivent encore aujourd'hui. Il est également devenu le fondement du Commercial Crew Programme, qui permet aux astronautes de voyager dans des vaisseaux spatiaux privés tels que le Crew Dragon. Ces résultats positifs ont incité la NASA à reproduire le modèle dans d'autres domaines, notamment l'exploration lunaire. Au lieu de construire un seul atterrisseur lunaire de conception rigide appartenant à la NASA, l'agence a laissé plusieurs fournisseurs privés développer, tester et perfectionner des véhicules plus petits en émettant des ordres de mission. La NASA encourage chaque fournisseur à proposer le nombre de kilogrammes qu'il peut livrer, son calendrier et son coût. Cet arrangement crée un environnement de marché dynamique où les entreprises acquièrent de l'expérience en matière de vol à un coût global inférieur pour la NASA. Bien entendu, la NASA fixe des normes de sécurité et d'assurance de mission. Personne ne souhaite qu'une charge utile coûteuse s'écrase, mais l'agence adopte une approche plus passive. Grâce au CLP, la NASA peut répartir des expériences ou des tests technologiques de plus petite envergure sur plusieurs véhicules, en espérant qu'au moins certains d'entre eux survivent et produisent des résultats scientifiques utiles, même si d'autres rencontrent des problèmes. Cela rappelle la mentalité de la Silicon Valley, où les données des tentatives sont aussi précieuses que le succès final. La collecte du patrimoine de vol dans le processus est une affaire importante. Une fois qu'un atterrisseur commercial fonctionne de manière fiable, la NASA peut s'appuyer sur lui pour des opérations plus avancées. Écosystème des sous-traitants des CLP. À mesure que le programme des CLP a pris de l'ampleur, de nombreuses entreprises ont émergé ou se sont restructurées pour concourir aux livraisons lunaires de la NASA. Officiellement, la NASA dispose d'une liste évolutive de fournisseurs agréés qui peuvent soumissionner pour chaque ordre de mission. Tous ces acteurs ne sont pas actifs de la même manière à un moment donné, mais chacun a proposé au moins un modèle d'atterrisseur lunaire capable de transporter des instruments de la NASA. Astrobotic est l'une des plus connues grâce à son atterrisseur Peregrine, conçu pour transporter quelques dizaines de kilogrammes de charge utile, ainsi qu'à la série Griffin, plus grande, pour les charges plus lourdes. Astrobotic a été créé à l'origine pour participer au Google Luna X Prize, mais ce concours s'est terminé sans qu'aucun gagnant n'ait réussi à poser le pied sur la Lune. Néanmoins, Astrobotic a mis à profit cette expérience pour décrocher des contrats avec la NASA, remportant finalement la première commande de la CLP. Le plus petit engin Peregrine utilise une propulsion chimique et un nouveau système d'atterrissage, tandis que Griffin est conçu pour des charges utiles plus importantes, comme le rover VIP, désormais annulé. Intuitive Machines s'est également fait une place au sein du CLP. Cette entreprise basée à Houston a proposé l'atterrisseur maritime Nova et a réussi à lancer sa mission Nimwan. En 2020, début 2024, bien qu'elle ait rencontré des difficultés lors de l'atterrissage, les données collectées devraient les aider à affiner les missions suivantes, comme IM2 Athena et IM3 Intuitive Machines se distinguent par l'utilisation de méthane et d'oxygène liquide pour sa propulsion principale, un choix inhabituel pour les atterrisseurs lunaires qui, historiquement, reposent sur un carburant stockable. Firefly Aerospace, surtout connu pour son petit lanceur de satellites appelé Alpha, s'est lancé dans les atterrisseurs lunaires avec un véhicule nommé Blue Ghost. Cet engin a attiré l'attention de la NASA pour sa conception robuste et sa dépendance à l'égard de propulseurs bipropulseurs ainsi que d'un moteur principal plus grand provenant d'un fabricant expérimenté dans les applications spatiales profondes. Firefly a remporté un contrat CLP début 2021 pour transporter plusieurs charges utiles de la NASA à la surface lunaire, et en janvier 2025, le premier Blue Ghost a été lancé au sommet d'une fusée Falcon 9. Parmi les autres acteurs notables, on peut citer Orbit Beyond, qui a obtenu un contrat mais l'a annulé peu après, et Marston Space System, autrefois reconnu pour ses prototypes de fusées à atterrissage vertical.
La faillite de Marston a compliqué leur participation au CLP et nombre de leurs actifs ont fini par revenir à Astrobotic. Blue Origin a également présenté un concept d'atterrisseur appelé Blue Moon, mais il s'agit d'un véhicule à plus grande échelle, plus étroitement associé aux missions de transport de marchandises brutes ou volumineuses. Même SpaceX figure sur la liste officielle des fournisseurs, étant donné que le vaisseau spatial pourrait théoriquement faire atterrir des charges utiles massives si la NASA ou un client privé voulait payer pour ce service. Parmi ces prétendants, on trouve le module d'atterrissage Blue Ghost de Firefly Aerospace, qui s'est imposé ces dernières années comme une étoile montante, fondée à l'origine sous le nom de Firefly Space System. Elle a connu des turbulences financières, mais a refait surface avec de nouveaux investisseurs sous le nom de Firefly Aerospace. La principale raison de la renommée de l'entreprise était sa fusée Alpha, conçue pour mettre en orbite de petits satellites. Cependant, alors que la NASA lançait des appels d'offres pour des services de livraison lunaire, Firefly a vu une opportunité de concevoir un atterrisseur lunaire qui pourrait mettre en valeur son expertise interne en matière de matériaux composites, de composants de propulsion et de pratiques d'ingénierie agile. Ce véhicule est devenu connu sous le nom de Blue Ghost, du nom d'une espèce de luciole, l'insecte qui brille d'une faible couleur bleue et verte dans certaines régions du sud des États-Unis. Le nom fait également référence de manière ludique à la tendance des entreprises spatiales à donner des noms sur le thème des couleurs, mais il ne doit pas être confondu avec Blue Moon de Blue Origin. Lorsque Firefly a obtenu un contrat CLP de la NASA en 2021, elle a entamé un cycle de développement intensif pour construire et tester les différents sous-systèmes de Blue Ghost afin d'accélérer le calendrier. Firefly a fait appel à des pièces de fournisseurs bien établis. Par exemple, il s'est procuré son moteur principal, connu sous le nom de l'Aérofour, auprès de la société britannique Nammo, qui possède une longue expérience dans la propulsion spatiale. Pendant ce temps, Rocket Lab a fourni des panneaux solaires et peut-être certains équipements avioniques. Firefly a construit la structure centrale de l'atterrisseur en utilisant de la fibre de carbone. L'ensemble du véhicule est physiquement haut mais relativement plat sur le dessus, supportant un panneau solaire monté latéralement ou sur le dessus. Il transporte 8 propulseurs RCS, Reaction Control System, chacun connu sous le nom de Spectre, qui fonctionnent avec les mêmes ergols stockables que le moteur principal. Le RCS gère l'orientation et les manœuvres plus petites, tandis que le gros moteur fournit les principales corrections de trajectoire, l'insertion orbitale et la descente finale vers la surface avant le lancement. Firefly a testé de manière approfondie la fiabilité de chaque composant. L'objectif principal était de réduire la complexité dans la mesure du possible et de maintenir le coût pour la NASA à un niveau relativement bas, soit environ 100 millions de dollars pour la première mission. En outre, la NASA a financé une série de charges utiles pour des dizaines de millions de dollars supplémentaires, chacune embarquée à bord de la navette Blue Ghost le 15 janvier 2025. Blue Ghost a fait un tour sur une fusée Falcon 9 de SpaceX aux côtés de l'atterrisseur japonais d'Ice Space pendant quelques semaines, puis a orbité autour de la Terre, effectuant des vérifications du système de communication, vérifiant que le moteur fonctionnait comme prévu et calibrant ses instruments. La mission transportait 10 charges utiles de la NASA, chacune axée sur différents domaines de la science lunaire. Il s'agissait notamment d'instruments destinés à étudier la poussière lunaire, à mesurer le flux de chaleur provenant de l'intérieur, à tester la façon dont le régolithe pourrait être aspiré et à observer comment la fusée se déchargeait. Interagit avec la surface lunaire pendant la descente finale. Firefly a également fourni des mises à jour vidéo, introduisant un style d'enseignement ludique qui s'est démarqué dans une industrie souvent connue pour ses communiqués de presse rigides. Leurs sketchs comiques ont démontré la mécanique orbitale, le fonctionnement de l'injection translunaire et les manœuvres de phasage nécessaires pour approcher précisément la surface de la Lune dans les bonnes conditions d'éclairage. Après un phasage réussi de l'orbite terrestre, Blue Ghost est entré en orbite lunaire à la mi-février 2025 pour tester ses principaux systèmes d'atterrissage, une étape à la fois. Le plan de mission de Firefly prévoyait un site d'atterrissage sur le cratère Major vers début mars 2025, au lever du soleil lunaire, afin que l'atterrisseur puisse compter sur l'énergie solaire pendant 2 semaines terrestres complètes. L'une des charges utiles les plus intéressantes de Blue Ghost était le bouclier électrodynamique anti-poussière, conçu pour repousser la poussière lunaire en créant des champs électriques le long d'une série de fils électriques. En cas de succès, cette technologie pourrait trouver de nombreuses applications dans les panneaux solaires, les objectifs de caméra ou les visières des combinaisons spatiales. iSpaces a lancé sa deuxième mission AcutoR, parfois appelée série 2 ou AcutoRM, à bord de la même fusée Falcon 9 que Blue Ghost. iSpace est une autre entreprise qui a participé au Google Luna X Prize, bien qu'elle n'ait pas réussi à se poser dans le cadre de ce concours. Cependant,
Elle a fait la une des journaux pour une mission antérieure en 2023 à 2024 qui s'est malheureusement terminée par un crash lors de l'approche finale de la surface lunaire. Malgré cet échec, iSpace a recueilli des données cruciales sur la navigation, les communications et le contrôle de vol, qu'elle a intégré dans la prochaine version du Hakuto. iSpace se concentre sur la livraison de petits rovers et d'instruments sur la Lune pour le compte de clients privés et gouvernementaux, principalement japonais, mais pas exclusivement. Bien que l'atterrisseur d'iSpace ne fasse pas partie d'une mission officielle CLPS pour la NASA cette fois-ci, iSpace s'est associé au laboratoire Drapé pour un futur contrat CLPS, de sorte que la société s'inscrit certainement dans la vision à long terme de la NASA pour la livraison commerciale. Pour ce deuxième vol, iSpace a choisi une trajectoire plus lente via un point de Lagrange Terre-Lune, un itinéraire qui économise du carburant mais prend plus de temps pour atteindre la Lune. Ils ont soigneusement chronométré chaque segment orbital pour façonner progressivement l'approche du vaisseau spatial, ce qui leur a donné une marge confortable pour tester les systèmes embarqués. Leur plan de mission comprend des capteurs d'imagerie avancés, de nouveaux algorithmes d'atterrissage et un système de propulsion amélioré conçu pour gérer la descente finale de manière plus fiable que la première tentative. Si tout se passe bien, iSpace démontrera la viabilité de l'utilisation de transferts à faible énergie, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles voies rentables pour acheminer des marchandises à la surface de la Lune. L'importance de Hakuto Air va au-delà des ambitions commerciales d'iSpace. Il représente une résurgence plus large des efforts japonais en matière d'exploration lunaire et planétaire, complétant les missions officielles de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale, JAXA, à chaque vol ultérieur. iSpace vise à perfectionner la technologie pour des atterrissages lunaires stables, en aidant à la fois les clients nationaux et internationaux. Ils ont même évoqué la possibilité de construire de petites villes lunaires ou des installations d'extraction de ressources, mais cela reste une perspective lointaine pour l'instant. Le succès de Hakuto Air est essentiel pour renforcer la crédibilité et garantir des revenus futurs. Machines intuitives, IM2, Athena, Intuitive Machine est un autre acteur majeur du paysage des CLP. Après le lancement d'IM1, également appelé Odyssey, en février 2024, la société a appris de première main les risques liés aux atterrissages lunaires. Le moteur principal de l'IM1 utilisait des propulseurs cryogéniques au méthane et à l'oxygène liquide connus pour leur meilleure performance, mais aussi pour leur complexité, notamment en raison de l'évaporation si la mission prend trop de temps pour atteindre la Lune. Leur deuxième mission, IM2 Athena, est prévue à peu près au même moment où le Blue Ghost de Firefly tente son propre atterrissage. La conception d'Athena est similaire à celle de l'atterrisseur IM1, avec un corps cylindrique et des panneaux solaires sur les côtés. Cette disposition est particulièrement utile pour les missions vers des latitudes lunaires plus élevées, où le Soleil est plus bas sur l'horizon, cryogénique, propulse. La réponse permet un transit rapide de l'orbite terrestre à la Lune, minimisant la fenêtre dans laquelle la mission pourrait perdre du carburant en raison du réchauffement. Cela diffère de nombreux autres atterrisseurs qui dépendent de propergols stockables, qui peuvent gérer un voyage plus lent, mais ont souvent des performances légèrement inférieures. Les objectifs de la mission Athena consistent à livrer à la NASA des charges utiles qui mesurent les concentrations de ressources à la surface, ainsi que quelques expériences commerciales potentielles. L'atterrisseur pourrait également tenter de démontrer une meilleure capacité à éviter les dangers par rapport à l'IM1. La première mission a rencontré une erreur critique lorsqu'un capteur laser clé pour la mesure de l'altitude a été verrouillé et n'a jamais été activé correctement, forçant l'atterrisseur à s'appuyer sur des systèmes de secours partiels. Cet incident a entraîné un atterrissage plus difficile que prévu, endommageant les jambes et empêchant le véhicule de mener à bien de nombreuses expériences. Cependant, les machines intuitives parviennent toujours à communiquer brièvement avec l'atterrisseur, récupérant des données et des images partielles. Si Athena atterrit avec succès, les machines intuitives pourront se prévaloir d'un palmarès éprouvé, ce qui pourrait leur ouvrir la voie à d'autres missions de la NASA. L'entreprise prévoit également de futurs vols comme IM3 pour accroître encore sa capacité. L'objectif ultime est de devenir un fournisseur incontournable de charges utiles de classe moyenne pour la Lune, en soutenant à la fois l'exploration robotique et les installations d'infrastructures potentielles telles que les relais de communication ou les systèmes de prospection des ressources. Machines Intuitives se distingue également par son portefeuille plus large. Elle poursuit ses travaux sur les modules de propulsion avancés, les services de données lunaires et la création d'alliances avec d'autres startups spatiales. Elle a noué des partenariats avec des entreprises qui produisent des rovers spécialisés ou des instruments scientifiques. Cette synergie leur permet de proposer des missions entièrement intégrées. Bien qu'ils aient été confrontés aux obstacles habituels en matière de financement et de développement, l'obtention de contrats de CLP a renforcé la confiance des investisseurs,
les défis et les échecs des missions de CLP. Dès le début, la NASA a prévu que de nombreuses missions de CLP pourraient rencontrer des problèmes ou échouer complètement. En fait, l'agence a explicitement déclaré qu'elle était prête à accepter un degré de risque plus élevé si cela signifiait des tentatives moins coûteuses et plus fréquentes. La logique est que des tentatives répétées, même si certaines échouent, permettront d'établir une base de connaissances plus rapidement et à moindre coût qu'une mission unique et coûteuse visant la perfection. Néanmoins, le coût porté par un échec peut tout de même être important. L'atterrisseur Peregrine d'Astrobotic a été présenté comme la première mission CLP à tenter un alunissage, mais son vol début 2024 s'est soldé par un échec lorsqu'un régulateur d'hélium est tombé en panne. La pression d'hélium non régulée a rompu le réservoir de carburant, laissant le vaisseau spatial à la dérive sans aucun moyen de propulsion. Il est finalement retombé sur Terre. Cela nous a rappelé que même du matériel bien testé peut connaître des pannes systémiques. La NASA a souligné qu'elle continuerait à passer des contrats avec Astrobotic, estimant qu'ils pourraient résoudre le problème et tirer les leçons de leurs erreurs. Les machines intuitives. IM a également connu des débuts difficiles en février 2024 lorsque l'atterrisseur s'est écrasé sur la surface lunaire. Malgré des capteurs avancés, un altimètre laser verrouillé a forcé l'équipe de la mission à se démener pour trouver des solutions de secours, bien que l'objectif principal n'ait pas été pleinement atteint. La communication partielle après l'atterrissage a permis d'obtenir quelques données en tirant les leçons de ce succès partiel, des machines intuitives, un logiciel d'atterrissage perfectionné et des listes de contrôle mieux intégrées pour éviter que cela ne se reproduise de manière ironique. Ces leçons pourraient garantir aux futures missions une plus grande chance de succès au-delà des défaillances matérielles. Un autre défi majeur est la planification de la demande de lancement en copassagers sur des fusées comme Falcon 9 peut entraîner des retards si d'autres charges utiles rencontrent des problèmes techniques. Certains atterrisseurs doivent attendre des mois, voire des années, pour obtenir une fenêtre de lancement ou un site de lancement approprié. Entre-temps, des obstacles internes à l'entreprise, tels que des problèmes de chaîne d'approvisionnement ou des changements de conception imprévus, peuvent faire dérailler le calendrier. La NASA essaie de rester flexible en attribuant de nouvelles commandes lorsqu'elle estime que le fournisseur peut atteindre certains jalons de préparation, mais la réalité est que le matériel spatial est notoirement complexe. Des obstacles financiers se profilent également. Le développement d'un atterrisseur lunaire est coûteux, même avec le financement partiel de la NASA. Les entreprises recherchent souvent du capital risque ou des partenariats privés, qui peuvent se tarir si une mission échoue ou si les conditions économiques se détériorent. Marston Space System est un exemple édifiant, car elle semblait idéale pour les petits atterrisseurs avant de déclarer faillite. Astrobotic a racheté les actifs de Marston, y compris une technologie d'atterrissage de pointe, mais cela n'a pas empêché le programme de subir un revers. De plus, l'atterrissage sur la Lune n'est jamais une tâche facile. Le champ gravitationnel irrégulier, l'environnement poussiéreux et l'absence d'atmosphère pour le freinage rendent la tâche délicate. Chaque tentative, réussie ou non, permet d'accumuler des données qui peuvent être réutilisées pour améliorer la conception. La NASA considère chaque résultat, qu'il s'agisse d'un crash ou d'un atterrissage en douceur, comme un investissement dans la connaissance qui alimente la prochaine vague de solutions. Les objectifs scientifiques et les expériences de la NASA dans le cadre du programme CLP. La NASA ne veut pas simplement faire atterrir des charges utiles. Elle veut recueillir des données précieuses qui serviront à l'exploration future. Chaque atterrisseur transporte généralement une série d'instruments conçus pour répondre à des questions sur la composition de la Lune, ses ressources, son environnement radiatif, ses champs électriques ou magnétiques et les dangers potentiels pour les missions humaines, tandis que le manifeste exact des charges utiles diffère d'une mission à l'autre. Le thème général est d'améliorer notre compréhension de la façon de vivre et de travailler à la surface de la Lune. L'un des sujets récurrents est le régolithe lunaire, la fine poussière abrasive qui recouvre une grande partie de la Lune. Elle représente un défi pour les systèmes mécaniques, l'électronique et la santé humaine si les astronautes en respirent. Dans de nombreuses expériences CLP tournent autour de l'analyse de la façon dont la poussière adhère aux surfaces, comment elle peut être repoussée et comment elle peut être exploitée comme matériau de construction. Par exemple, la NASA a testé un bouclier électrodynamique contre la poussière, EDS, qui utilise des champs électriques oscillants pour éliminer les particules des surfaces. En cas de succès, une telle approche pourrait permettre de maintenir les panneaux solaires et les radiateurs exempts de poussière, réduisant ainsi les besoins de maintenance des modules ou des rovers d'habitat. Un autre sujet de recherche courant concerne l'intérieur de la Lune. La mesure du flux de chaleur dans de petits trous de forage ou l'analyse de l'activité sismique peuvent révéler des indices sur l'histoire géologique de la Lune et la répartition des ressources telles que les métaux ou la glace d'eau.
différentes sondes pourraient transporter des instruments pour mesurer les gradients de température, prélever des échantillons ou forer dans le régolithe. Le stockage et la transmission d'énergie sur la surface lunaire sont également des préoccupations. Ainsi, les démonstrations technologiques pourraient évaluer les batteries, les piles à combustible ou les systèmes d'énergie solaire avancés dans des conditions difficiles. En outre, la NASA souhaite voir comment l'exploration future pourrait extraire des ressources in situ telles que la glace dans les cratères en permanence ombragés près du pôle. Bien que ces cratères spécifiques soient notoirement difficiles à atteindre, certaines missions CLP pourraient éventuellement s'orienter dans cette direction pour rechercher de l'eau. L'eau est un élément potentiellement déterminant, car elle peut être décomposée en hydrogène et en oxygène pour servir de carburant ou être utilisée pour la vie. Les améliorations en matière de navigation et de communication sont tout aussi cruciales, car la Lune ne dispose pas de GPS propre. Certaines missions CLP transportent donc des balises ou testent des logiciels qui réutilisent les signaux terrestres pour la navigation cislunaire. Si ces solutions se développent, les futurs rovers ou même les véhicules habités pourront trianguler leur position avec beaucoup plus de précision. La NASA est également impatiente de tester des systèmes de communication qui fonctionnent bien lorsqu'un atterrisseur descend derrière les parois d'un cratère ou dans d'autres environnements obscurcis par la ligne de mire. La caméra de chaque atterrisseur est plus qu'un simple outil de relations publiques. L'imagerie haute définition et thermique du panache de descente peut informer les ingénieurs sur la façon dont l'échappement de la fusée soulève la poussière et endommage potentiellement le matériel de l'atterrisseur. Ces données alimentent les futures conceptions d'atterrisseurs qui pourraient intégrer des moteurs plus gros ou atterrir avec des charges utiles plus lourdes. En fin de compte, ces expériences repoussent collectivement les limites de ce que nous savons sur l'exploitation de la Lune, façonnant la manière dont la NASA souhaite poursuivre les missions habitées Artemis plus tard dans la décennie, en ajoutant des atterrisseurs plus grands et des ambitions diverses, bien que de nombreux vols CLP actuels impliquent des engins plus petits, souvent de moins de 2 tonnes, le programme inclut également des concepts plus grands sur le plan technique. Blue Origin, par exemple, a proposé l'atterrisseur Blue Moon capable de livrer plusieurs tonnes à la surface lunaire. Cette conception a attiré l'attention lorsque la NASA a annoncé le concept de système d'atterrissage humain Artemis, mais la NASA a finalement choisi SpaceX comme vaisseau spatial pour ce contrat particulier. Cependant, Blue Origin ne s'est pas entièrement retiré du marché des CLP et pourrait encore proposer des versions de Blue Moon pour le fret ou la livraison de classe moyenne si la NASA en faisait la demande. De même, SpaceX figure sur la liste des fournisseurs de la NASA. Bien que le Starship soit surtout connu comme une fusée super lourde et un véhicule d'équipage, il peut théoriquement atterrir sur la Lune avec d'énormes quantités de fret. La question est de savoir si la NASA ou un autre client veut payer pour cette capacité. Si une construction de base à grande échelle ou la livraison d'un habitat est nécessaire. Le Starship pourrait changer la donne, bien qu'à un coût total de mission plus élevé. Pour les charges utiles robotiques plus petites, un vaisseau spatial pourrait être excessif, d'où la nécessité continue des atterrisseurs plus modestes de Firefly. Pour les atterrisseurs de taille moyenne, tels que Nova Sea ou Blue Ghost, il est possible de transporter des charges utiles plus importantes, des rovers ou des instruments avancés. Des atterrisseurs beaucoup plus grands de Blue Origin ou potentiellement une variante de vaisseau spatial dédié pourraient larguer des habitats, des rovers pressurisés ou des laboratoires entiers. La variété des véhicules permet aux utilisateurs scientifiques et commerciaux de choisir celui qui correspond le mieux à leur budget et à leurs objectifs. En parallèle, la NASA travaille sur la passerelle lunaire, une petite station spatiale en orbite autour de la Lune destinée à soutenir les missions habitées. Certains atterrisseurs pourraient éventuellement s'arrimer à la passerelle pour le transfert de marchandises ou d'équipage. D'autres, en particulier les CLP, pourraient aller directement de l'orbite terrestre à la surface lunaire sans passer par la passerelle. La synergie de ces différentes voies offre à la NASA de multiples possibilités de livraison d'équipements. Un atterrisseur qui échoue ou est retardé ne compromet pas l'ensemble de l'architecture, mais seulement l'expérience ou la cargaison concernée. Cette approche de risque distribué contraste avec les programmes plus anciens, où tout dépendait d'une seule fusée ou d'un seul atterrisseur. À long terme, si la NASA ou des partenaires internationaux souhaitent construire des installations de surface, ils auront besoin de livraisons fréquentes de systèmes d'alimentation, de segments de logement, de consommables et d'équipements scientifiques. Les atterrisseurs plus petits peuvent également servir de coursiers pour transférer de nouveaux instruments vers plusieurs sites, ce qui pourrait aider les géologues à comparer différentes régions du régolithe lunaire ou à confirmer la présence de glace d'eau dans les cratères en permanence dans l'ombre près des pôles. Avec chaque petite mission CLP, la NASA se rapproche de cet horizon, en veillant à ce que chaque élément de données guide la prochaine vague d'exploration. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu de qualité.
Thank